Salut. Un de mes aspects préférés du documentaire, c'est les fausses archives. En effet, comme dans les documentaires classiques, et pour renforcer l'effet réel du documentaire, on retrouve souvent dans ces derniers des fausses archives. Alors, il y a deux cas principalement. Soit on peut se retrouver face à de vraies archives, comme dans Opération Lune, qui nous montrent des vraies archives de la NASA, mais qui sont redoublées, donc ça reste des fausses archives. When I got to the cafeteria, that asshole tells me, you got two side orders. I gotta charge you $2 extra. $2 extra for a handful of beans. Can you believe it? How about that? Vectoring 33 Apollo altitude. He forgot completely that there were 200 of us sitting in the mission station, hearing every word they said. Soit on est face, le plus souvent, à des archives créées de toutes pièces. Et moi, ces fausses archives, je les adore. Généralement, c'est plus le côté esthétique qui m'attire, parce que qui dit archive, dit passé, avec des archives qui sont censées avoir été tournées maximum vers 2010. Et encore, là, c'est pour les extrêmes. Le plus souvent, on est plus fin des années 90, début 2000, voire même plus ancien, avec des vidéos analogiques de très mauvaise qualité, ou même du 8 mm et du 16 mm. C'est ce côté-là qui rend ces fausses archives d'autant plus réelles. Et ce côté réel, forcément, ça les rend aussi plus angoissantes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aimerais vous parler de deux collections de courts-métrages. Dans ces deux collections de courts-métrages, on retrouve plein de fausses archives, des fausses archives amateurs, issues de reportages ou même issues d'émissions télévisuelles jamais diffusées ou alors immédiatement interdites. Aujourd'hui, je vais vous parler des documents interdits de Jean-Teddy Philippe et de Ura Horror de Koji Shiraishi et Yohei Fukuda. Et de manière assez classique, je vais parler des deux à la suite. Alors on va évidemment pas parler de tous les courts-métrages qui sont présents dans cette collection, sinon la vidéo ferait 12 heures. Donc on va parler plutôt des 3-4 courts dans chacune des collections qui m'ont le plus marqué. Et pour commencer, on va aller vers l'œuvre qui est sûrement un des représentants les plus connus du genre found footage et du genre documentaire en même temps. On va commencer par parler des documents interdits de Jean-Teddy Philippe. Nous sommes en 1988. Bien que la 7, Arte, d'ici quelques années, soit une chaîne encore jeune, elle a déjà une dimension culturelle très importante, avec des émissions comme Histoire parallèle ou Le dessous des cartes. Un soir, alors que vous êtes devant la chaîne, vous découvrez un nouveau programme. Une série de films amateurs venant du monde entier, tous rassemblés par un certain Jean-Teddy Philippe. Puis, les archives se lancent. Elles viennent toutes de l'étranger, mais une voix française décrit tout ce qui est dit et montré, et ce qui est montré est étrange. Fantômes, disparitions extraterrestres, rien de tout cela n'est vraisemblable, mais pourtant, les images, elles, semblent très réelles. C'est sûrement dans cet état d'esprit qu'étaient les spectateurs de la 7 lors de la première diffusion épisodique des documents interdits. En effet, lors de leur première diffusion, aucun message n'accompagnait les documents interdits prévenant de l'aspect en réalité fictif de ces œuvres. C'est une fois que les 12 courts-métrages furent projetés pour la première fois qu'ils furent reprojetés tous ensemble, précédés d'un message disant qu'il s'agissait en réalité d'œuvres de fiction. L'homme ayant soi-disant rassemblé ces 12 archives est en fait leur créateur, Jean-Teddy Philippe. Il est le réalisateur et scénariste de ces 12 histoires très étranges, si différentes mais pourtant si uniques dans leur ambiance angoissante très palpable, très froide et terriblement oppressante. Comme dit précédemment, les documents interdits, ils appellent à toutes nos croyances concernant les phénomènes paranormaux. Alors plongeons-nous dès maintenant dans l'univers de 3 de ces documents. Le naufragé. Entrons donc dans les documents interdits par un écran titre des plus sobres. Une voix off glaçante nous annonce que ce document a été filmé par le seul survivant du naufrage d'un cargo soviétique en 1950. Nous suivons donc ce passager dont le nom est volontairement tu par la voix off, dans un cargo dont le moteur ne fonctionne pas. Malgré des vivres et de l'eau limitée et une absence d'outils de navigation, le naufragé garde le moral. Les jours avancent, les vivres diminuent et l'homme commence à fatiguer. Au bout du 21e jour, l'homme semble soudainement heureux et ses vivres n'ont pas diminué depuis 8 jours. Vers le 30e jour, le naufragé voit au loin un bateau. Il arme alors une fusée de détresse, hésite et
ne tire pas. La voix off fait remarquer que ce geste pourrait très bien lui être fatal. Au 39e jour, il s'est rendu compte qu'il dérivait autour de lieu de naufrage et répète à la caméra qu'il ne le voit plus. Sans préciser de quoi il parle, et il semble des plus exténués. Au 41e jour, le naufragé anonyme, qui n'a déjà plus de vivres, se débarrasse de ses dernières réserves d'eau et de ses dernières fusées de détresse. À un moment critique comme celui-ci, on peut demander pourquoi ces actes. Qu'est-ce qu'il cherche à faire en fait ? Lors du 42e jour, une lumière aveuglante est filmée. Et à ce moment, le naufragé décide de partir. La voix off nous précise qu'au vu de son comportement, il ne s'agit pas d'un suicide et qu'il semble convaincu de trouver quelque chose au bout de cette nage. Il laisse également un message. Et quelques temps plus tard, le cargo est retrouvé ainsi que le message à moitié dévoré par les embruns. Et ce dernier indique « Ceux qui l'ont vu ne peuvent plus jamais revenir, c'est le... » Et le reste, et comme nous l'indique la voix off, le reste était effacé à tout jamais. L'enfant. Nous sommes accueillis par la traditionnelle voix off, terriblement froide et grave. Cette dernière nous annonce qu'il s'agit d'une vidéo de famille et nous pouvons voir que la première vidéo date de 1979. Le commentaire passe alors à un homme dont le nom est censuré, père du jeune Peter. L'enfant semble au fur et à mesure des mois posséder des capacités télékinésiques, capacités se faisant remarquer notamment à partir de ses 1 an. Malgré de nombreuses visites chez le médecin, les pouvoirs de Peter évoluent pour devenir plus puissants, ce dernier les contrôlant dès ses 3 ans en s'amusant avec des boules de Noël. Sur les conseils de ses parents, le père de Peter l'emmène alors dans un laboratoire où un docteur teste les capacités du jeune homme, sans succès, jusqu'à ce que... Peter a essayé de lui expliquer qu'il ne pouvait rien faire avec la balle. Le docteur lui a alors demandé de se concentrer sur lui et de le fixer dans les yeux. Peter a accepté. Quelques secondes plus tard, le docteur est sorti de la salle en titubant et nous a dit « Je vous plains, c'est un monstre ». Par la suite, ses parents isolent Peter et par la même occasion s'enferment également. Cependant, le père mentionne qu'il s'agissait des plus belles années de leur vie. Le commentaire du père est alors remplacé par la voix off pour nous dire ceci. Ici s'arrête de nouveau le commentaire du père. Le reste est écrit à la hâte. Mais déjà quelques mots ont été prononcés qui nous font pressentir le drame final. Regardez bien cette photo qui rassemble tout le monde. Nous avons de bonnes raisons de croire qu'elle a été faite la veille du terrible drame. Qui pourrait croire devant ces visages souriants que dans quelques heures, cette famille va être doublement frappée. Le lendemain, Peter doit être envoyé dans une école spécialisée, dont le nom est à nouveau censuré. Quand il apprend qu'il ne pourra pas emmener son chien, sa réaction est disproportionnée. Et si la suite n'est pas filmée, le destin de sa mère semble tout aussi tragique quand elle aura essayé de convaincre son enfant. Par la suite, Peter et son père se sont enfuis pendant cette année. Cependant, pour sauver son père atteint d'une maladie, Peter reviendra à la civilisation et rejoindra un institut. Nous n'avons plus de nouvelles de Peter ni de son père depuis. Le cas Ferguson. Cette dernière archive que je vais vous présenter est ma préférée dans la collection des documents interdits. Nous sommes accueillis, non pas par la traditionnelle voix off, mais par un homme nommé Henry Matthews, l'animateur de l'émission At Once pour la chaîne WACN. On comprend qu'il a tenu lui-même à ce que la vidéo soit mise dans les documents interdits. Il est le premier et le seul à parler des documents interdits et à faire ce genre d'introduction. Il nous explique par la suite le principe de l'émission. 3 fois par semaine, l'émission ouvre sous standard à tous les témoignages et si la situation l'exige, une équipe est envoyée pour voir ce qui se passe en direct. Bien qu'en 3 ans d'émission, aucun événement dangereux pour l'équipe n'ait été à déplorer, Henry Matthews précise que les équipes sont prêtes à aller partout, ce qui demande une énorme équipe technique dont le but est de montrer tout aux téléspectateurs. Les documents concernent l'appel suivant. At Once, bonsoir, je vous écoute. Venez, il faut que vous veniez. Ils font du bruit maintenant. Votre nom et adresse? Anna Ferguson, 1036 Sun Avenue East. Quel est ce bruit? Je ne sais pas, ça bouge dans le noir depuis 2 semaines au moins. Qu'est-ce que c'est? Un animal? Un squatter? Une conduite d'eau? Non, non, je ne sais pas, mais ça bouge. Avez-vous appelé la police?
Ils n'ont rien trouvé. Ils doivent se cacher. Mais ils sont certainement là. Est-ce que vous vous sentez en danger? Je ne sais pas, je ne les ai jamais vus. Ok, Madame Ferguson, c'est dans votre maison, ça fait du bruit, vous ne savez pas ce que c'est, la police n'a rien trouvé. Écoutez, ils bougent. Ils ouvrent la porte. Par la suite, l'équipe de At Once arrive chez Madame Ferguson. En l'absence d'interphone, l'équipe décide malgré tout d'entrer dans l'allée. Ils découvrent alors que l'habitation est un manoir qui semble immense, avec de très beaux jardins, qu'on ne peut hélas pas voir à cause de la nuit. Ils finissent par entrer par une porte étrangement ouverte. Le commentateur meuble comme il peut, en essayant d'appeler Madame Ferguson, sans réponse. Il décide alors d'aller la chercher à l'étage. C'est alors qu'on voit le premier problème technique, signalé également en bas de l'écran. Alors qu'une deuxième unité est dépêchée pour assister la première, les problèmes techniques s'intensifient. La communication avec la chaîne est coupée et la lumière diminue du côté de la première équipe. La seconde arrive également sur les lieux, montrant bien que l'équipe est bien censée être dans le manoir à l'adresse indiquée. Le direct est à ce moment-là coupé par le présentateur de l'émission At Once. Il réintervient pour nous dire qu'il faut se rendre à l'évidence. Nous sommes face à un événement surnaturel. À l'intérieur, l'équipe n'a quasiment plus de lumière et perçoit des choses de plus en plus étranges. De la neige sur le sol, des couloirs impossiblement longs, jusqu'à ce que l'on ne voit plus rien et qu'on entende ceci. J'ai entendu un bruit. Là, allons vérifier. On dirait que c'est derrière ce mur. Qu'est-ce que c'est que ça? Cette maison est en état de décomposition. Pouvez-vous voir ça? Je me demande si l'on a toujours plafond au-dessus de nos têtes. Immédiatement, le contact est perdu. Le présentateur de l'émission nous laisse face à cet écran terriblement angoissant, précisant que malgré les recherches, l'équipe n'a jamais été retrouvée. Plus étrange encore, après l'analyse de l'appel d'Anna Ferguson, il s'avère que cette dernière appelait non pas l'équipe d'At Once, mais un dératiseur dans les années 30, il y a 50 ans de cela. Sans plus d'explications, nous apprenons que le manoir a été classé zone interdite, empêchant quiconque d'y aller, mais également d'en sortir. Les Documents Interdits est un ensemble de courts-métrages toujours aussi fascinants qu'angoissants. La façon dont Jean-Teddy Philippe joue avec le hors-champ, la suggestion et l'absence est non seulement très novatrice, mais aussi terriblement efficace. Le manque d'informations visuelles qui pourrait devenir lassant pour le spectateur est contrasté par cette voix off extrêmement froide, extrêmement glaçante que l'on retrouve dans la plupart des courts-métrages. Souvent décriée, notamment par François Ninet dans l'ouvrage Le documentaire et ses faux-semblants, la voix off est quelque chose qu'on voit beaucoup, ou plutôt qu'on entend beaucoup dans le documentaire. Mais pour autant, c'est aussi quelque chose de très traître, parce que la voix off nous force à adopter un point de vue, celui du réalisateur. Et dans les Documents Interdits, la voix off fait exactement l'inverse, celle de nous laisser vierges de tout point de vue, décrivant seulement ce qu'elle voit, nous laissant seuls, abandonnés dans ces territoires inconnus et inexplorés, sans personne pour nous donner ne serait-ce qu'un minimum de réponses. Si les Documents Interdits sont souvent désignés comme un des précurseurs du genre found footage ou comme un des meilleurs exemples de documentaires, pour moi c'est surtout un des meilleurs exemples d'œuvres horrifiques, jouant sur notre sentiment d'attente et sur l'angoisse de tout ce qui peut se cacher dans notre monde et dans notre passé. En revoyant notamment le cas Ferguson pour cette vidéo, j'ai pas pu m'empêcher de penser à La Maison des Feuilles, ce roman culte dans le genre horrifique de Mark Z. Danielewski, qui nous parle d'une maison terrifiante, aux couloirs qui semblent infinis, vides, aux éléments pourtant si contradictoires. Un roman qui, comme les Documents Interdits, n'est pas seulement bon par son fond, mais également par sa forme, étant connu comme un des romans les plus difficiles à lire. Et puis pour être en pleine lecture dedans depuis plusieurs semaines, je le confirme, c'est un enfer. Et c'est cette forme très complexe qui rend le roman unique, autant que les Documents Interdits l'étaient en temps. Mais rassurez-vous, La Maison des Feuilles, on va en parler sur cette chaîne. On peut aussi retrouver pour moi l'influence du cas Ferguson dans la vidéo YouTube My House Walkthrough de Nana825723, youtubeur extrêmement connu dans le milieu horrifique sur YouTube depuis de nombreuses années. Une vidéo
qui montre une exploration infinie d'une petite maison japonaise complètement en décrépitude à chaque instant. Alors évidemment, je pense qu'il y a aussi beaucoup d'inspiration de la Maison des Feuilles plus que des documents interdits et aussi du nombre hallucinant de catastrophes naturelles qu'il y a souvent au Japon. Mais pour autant, de par ce côté horrifique de cette absence de réel danger et aussi de cette utilisation de la caméra embarquée, je ne peux pas m'empêcher de voir une référence au document interdit de Jean-Teddy Philippe. En fait, c'est l'influence des documents interdits que je ne peux pas m'empêcher de voir un petit peu partout, que ce soit à travers leur ambiance angoissante, pesante, si unique, et à travers la façon de gérer les différentes sources des fausses archives. Je trouve qu'on retrouve ces deux influences souvent dans tous les films et toutes les œuvres qui veulent jouer de la caméra embarquée, et notamment dans la deuxième collection de courts-métrages qui nous intéresse aujourd'hui. Début des années 2010. YouTube est présent depuis maintenant quelques années et est déjà devenu le site par excellence de partage vidéo. Vidéos de chats, gaming. Premier youtubeur, on trouve de tout sur la plateforme. Y compris bien évidemment des vidéos jouant sur nos peurs. Simples vidéos à jumpscare ou vidéos d'utilisateurs supposément maudits, les sujets ne manquent pas. Mais soudain, une envie vous prend. Le Japon est connu pour ses vidéos étranges et son lien avec le paranormal. Alors vous tapez Creepy Japanese Video et vous tombez sur cette vidéo Ghost in Japan, où l'on montre ce qui semble être une femme fantomatique dans une ambiance extrêmement pesante et très réaliste, peut-être trop réaliste. En fouillant encore, vous tombez sur cette vidéo Weird Exploding Sea Creature, encore une vidéo très étrange montrant des créatures jamais vues auparavant au bord de la mer. Ces deux vidéos sont sûrement des fausses vidéos, mais il y a quelque chose de bizarre et vous ne savez pas ce que c'est. Peut-être le témoignage de la première vidéo ou encore ces visages floutés donnant un aspect si réel. Bravo, vous avez eu votre premier contact avec Ura Horror de Koji Shiraishi et Yohei Fukuda. Sorti directement en DVD, Ura Horror et ses différents segments ont très vite circulé sur YouTube et sur Internet en règle générale, souvent présentés non pas comme de fausses mais comme de véritables archives cachées au public, volontairement ou involontairement. En vérité, ces segments, ils sont l'œuvre de deux réalisateurs japonais, loin d'être étrangers aux fausses archives. En effet, en 2008, Fukuda est déjà le réalisateur des épisodes 16 à 20 de la série Honto Niata Noroi no Video, une série de fausses archives mettant en scène des vidéos supposément maudites, et il continuera d'ailleurs après 2008 à réaliser beaucoup d'autres épisodes de la dite série de vidéos. Quant à l'œuvre documentaire de Koji Shiraishi, elle est en fait elle-même très diversifiée puisque Koji Shiraishi Bref, j'espère que ces éléments de contexte vous auront suffi. L'ambiance de Ura Horror est bien différente des documents interdits, beaucoup moins subtil, embrassant sans honte le côté spirituel et paranormal du Japon. Et c'est dans cette ambiance si particulière que nous allons nous plonger dans 4 des segments de Ura Horror. L'ambiance des segments de Ura Horror est bien différente de celle des segments de documents interdits. Beaucoup moins subtile et embrassant pleinement, sans honte, le côté paranormal et surnaturel des contes et vidéos étranges du Japon. Alors, mettons-nous dans cette ambiance pour découvrir 4 de ces vidéos très étranges. A Woman Waving Her Hand. Parlons donc de ce fameux segment présenté précédemment. Un jeune homme a traduit la vidéo d'archives qui va nous être présentée, un des éléments que l'on retrouvera dans beaucoup des segments. Il a filmé cette vidéo lors d'une soirée avec un club de fac. La soirée bat son plein et soudainement, le jeune homme nommé Goto réintervient et revient sur un de ses amis qui s'est suicidé après les événements et pense que les événements de la vidéo ne sont pas étrangers à sa mort. Revenons à la vidéo où l'attention du groupe se dirige vers une jeune femme au bar qui, au bout d'un moment, les regarde en retour. Le groupe finit par se séparer pour aller boire chacun de son côté. Et le groupe de garçons se dirige vers une station de métro, montrée par Goto. Et là intervient un message étrange. Traduit, cela nous prévient que la prochaine séquence peut être difficile à regarder et déconseillée aux âmes sensibles. Je me permets donc de vous conseiller la même chose.
La femme est en fait à nouveau en face d'eux, sur l'autre rive du métro, agitant la main, visiblement vers eux avant de... Goto rappelle qu'il ne savait pas à ce moment-là si la femme leur faisait signe ou non. Puis, nous sommes ramenés sur la vidéo pour nous montrer un dernier détail. Out of Body Experiment. Un homme anonymisé raconte que cette vidéo ne lui appartient pas et qu'elle est passée par de multiples mains avant de le lui arriver. Nous sommes visiblement dans une sorte de salle d'expérimentation secrète. Une femme est équipée d'un casque étrange. Nous supposons par le titre de cette archive qu'il s'agit d'une machine pour permettre au cobaye de faire une expérience hors de son corps. S'il ne se passe rien au début, au bout de 50 minutes, les premiers effets apparaissent, et une forme spectrale humanoïde se balade autour de la femme. Cependant, cette forme n'évolue non pas en 2, mais bien en 3 formes, et soudainement ceci arrive. Et si vous pensiez cela étrange, le fameux message s'affiche, et la suite est bien pire que ce qui vient d'arriver. Toshio. Cette archive n'a pas d'introduction. On nous présente directement la reporter Tagaki Maria devant un bâtiment abandonné dans lequel se trouverait Toshio, l'enfant fantôme de la saga de film Ju-On, The Grudge. Pour l'accompagner, la reporter accueille même le réalisateur du film, Takashi Shimizu. Et oui, c'est bien le vrai réalisateur du film. Tandis qu'il commence à évoluer dans le bâtiment, le réalisateur ne semble pas sérieux. Quand soudain... Des bruits se font entendre. Le réalisateur décide donc d'aller voir l'origine du son. Maria, en le suivant, tombe sur d'étranges tas d'objets empilés jusqu'au plafond. Et elle voit même une main de l'autre côté. Le réalisateur appelle le producteur pour annoncer que la jeune animatrice refuse d'aller plus loin. Ce dernier leur apprend que Shimizu est rentré chez lui, car l'endroit serait trop dangereux. Le producteur, lui, ordonne cependant de continuer le tournage. L'équipe avance et voit à nouveau une silhouette étrange qui s'enfuit. Et alors qu'ils ne semblent à nouveau trouver personne, l'étrange silhouette fonce sur eux et... Spoon Bending. Ce segment arrive relativement tôt dans le film, mais comme il est mon préféré, je voulais en parler en dernier. On entend une voix venant d'un magnétoscope. Celle-ci provient d'un distributeur de vidéos illégal qui aurait revendu cette vidéo d'un incident en direct à la TV. Dans une classe, on nous présente un homme miracle qui aurait des super-pouvoirs, dont le nom et le visage sont hélas censurés. Ce dernier se prétend capable de tordre les cuillères. Après vérification de la cuillère par d'autres personnes, l'homme arrive en effet à la tordre. 5 enfants sont alors sélectionnés pour tenter de reproduire l'expérience. L'homme sentant en eux de pouvoirs mystiques.
Ils réussissent contre toute attente et l'homme miracle leur dit que ce pouvoir pourrait bien servir le bien. Vient alors le moment d'une dernière expérience. L'homme miracle demande l'aide de pouvoir de tous les enfants pour tordre une cuillère coincée. Et au moment de lancer l'expérience, notre fameux message apparaît. À mon premier visionnage, malgré une supposition de ce qui allait se passer, le choc n'en fut pas moins présent. よく見せてください。Avec Aurore, on est loin de la subtilité des documents interdits sortis 20 ans auparavant. Mais plus qu'une différence de temporalité, c'est surtout une différence culturelle que l'on peut observer, tant Aurore respire l'identité horrifique de la J-Horror, avec ses revenants, ses yokai et ses médiums au pouvoir spirituel. On retrouve également dans pas mal des segments de Aurore un côté extrêmement cryptique, souvent lié à la vidéo amateur et surtout à la vidéo amateur analogique. Et ce côté analogique, c'est quelque chose qu'on retrouve également énormément dans la J-Horror, que ce soit à travers la saga Ringu de Hideo Nakata, ou encore la saga que j'ai évoquée dans l'introduction de cette partie, Ontoniata no Roi no Video. Mais on peut également citer la série Banned from Broadcast. Et c'est ça que je trouve fascinant avec Aurore. C'est qu'en fait, Aurore, c'est un melting pot de ce qu'on peut trouver dans la J-Horror des années 90 et 2000. D'autant que Aurore réussit aussi beaucoup sur son côté documentaire, jouant avec la censure des visages, des noms et des lieux que l'on retrouve beaucoup dans le côté télévisuel, ce qui renforce son aspect réaliste. Et ce qui renforce son aspect réaliste, c'est aussi son côté gore qui est très peu présent. Mais ce qui nous fait également très angoisser quand on voit le fameux message arriver, demandant aux âmes sensibles de ne pas trop regarder. Aurore nous montre alors des vidéos censées être passées sous les radars, interdites, voire même comme signifie le titre du film, illégales. Des vidéos entourées d'une aura mystique et cryptique, des vidéos racontées par des anonymes ayant récupéré ces dernières par hasard, ou même par intérêt morbide. Cet intérêt morbide que finalement on peut se demander si nous-mêmes nous partageons à travers cette fameuse recherche de vidéos japonaises effrayantes que beaucoup ont pu faire quand ils étaient à leurs heures perdues sur YouTube. Au final, est-ce que ces vidéos sont là pour nous faire douter du monde qui nous entoure, sur des manifestations fantomatiques ou non, ou bien juste pour voir si nos cœurs sont assez bien accrochés? Je n'en sais pas plus que vous. Mais toujours est-il que ces archives pourraient être parmi les plus effrayantes que l'on pourrait trouver. Voilà, donc j'espère que ce voyage dans le temps et dans l'espace vous aura plu, autant qu'à moi, il m'a plu. Vraiment, les faux archives, c'est un aspect des documentaires que j'aime énormément et qui m'a fait tomber amoureux du genre. Donc j'espère que j'ai réussi à vous communiquer cet enthousiasme. Évidemment, j'ai pas parlé de toutes les fausses archives qu'on trouve dans les documents interdits et dans Aurore. Le but, c'est que vous allez découvrir par vous-même. Si vous voulez voir les documents interdits, ils sont soit disponibles en DVD via le site de Jean-Teddy Philippe, soit sur le Vimeo du réalisateur, avec un 13e segment qui était sorti pour les 20 ans des documents interdits en 2009 que je n'ai pas vu. C'est pour ça que j'en ai pas trop parlé. Et Aurore, vous pouvez le trouver facilement en fait sur YouTube de manière gratuite, pas sûr que ce soit très légal, mais pas sûr qu'on ait une manière légale aussi de regarder Aurore, ce qui est un peu dommage. Avec les films japonais, surtout les fan footage ou les documentaires japonais, croyez-moi, mon expérience. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, même si j'aime toujours pas dire ça, c'est le début de la chaîne, donc il faut le dire. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu ou partager parce que ça fait plaisir. J'espère vous revoir très bientôt et cette fois pour parler d'un fan footage que j'aime beaucoup. Je pense pas que vous saurez deviner ce que c'est. Et je vous dis du coup à bientôt et...